démarche que j'ai commencée en 2000 quand j'ai commencé ma carrière de designer graphique, c'est-à-dire un élève d'école d'art qui va sur le marché créer sa propre société avec des associés et qui va faire des logos, des affiches et qui, dès les années 2000, moi j'avais cette envie de mélanger le code informatique, ça n'a rien à voir, hein, mais le code informatique avec l'impression papier. C'était la grande époque, c'était le boom des agences Internet, la bulle qui a explosé juste après. J'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu faire de la programmation pour générer du design graphique un petit peu aléatoire, un petit peu étrange à l'époque, 2000-2001. Et j'avais l'habitude de recevoir des coups de téléphone de mes imprimeurs pour me dire on a reçu le fichier, mais je crois qu'il y a un gros bug. On ne comprend pas le dessin. C'est normal, c'est des choses générées par du code de l'algorithme de l'époque. Et je leur disais, mais allez-y, imprimez, c'est comme ça. Pourquoi je parle du digital? Parce que très rapidement, je me suis retrouvé à envisager l'installation digitale. Et en tant que designer graphique, 2D, les murs, les affiches, les logos, l'impression sur du 2 mm, on me demande tout d'un coup à travailler pour des marques, que ce soit Louis Vuitton New York ou Habitat à Paris, des choses comme ça, faire de la scénographie, faire des installations interactives. Je m'exécute, je trouve ça génial. Et tout d'un coup, 2003-2005, je me mets à penser le travail de designer graphique comme si j'étais un architecte, mais pas vraiment, j'y connais rien. Et comment en fait les choses se mettent en place dans l'espace et comment, au final, à partir d'un brief initial, on commence à créer des visions transversales de ce qu'est une marque. Aujourd'hui, c'est 17 ans plus tard, c'est évident. C'est évident. Les marques créent des imbrications de médias pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire passer un message, pour pouvoir travailler. Là, c'est un petit mood board très rapide qui donne un peu l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous raconter comment moi j'ai accompagné toutes ces choses-là. Ce résultat, ce qui arrive aujourd'hui, je dirais, c'est la confrontation de la communication et de la décoration, en quelque sorte. C'est les deux qui se rencontrent. Et mes grandes questions ces dernières années, c'est qu'est-ce que je suis? Designer de typographie, très bien, mais au bout de 10 ans, 15 ans, 14 ans de travail, ces questions n'ont cessé de me turlupiner en quelque sorte, parce que qu'est-ce que je suis en train de faire? Du design graphique, du digital, de la signalétique, de la décoration d'intérieur, sans l'être, hein, je ne suis pas décorateur d'intérieur, je ne suis pas architecte, mais j'ai fait de l'architecture d'intérieur et de la scénographie. Ah oui, c'est là. Désolé. Et j'arrive avec mes collègues associés entre Sao Paulo, Paris et Lyon. On se pose, on dit qu'est-ce qu'on a fait ces années-là? Et on est arrivé à une terminologie qui est la nôtre, on se dit on a fait l'architecture graphique au final. Le mot graphique est très important pour moi parce que c'est ma matière et ma manière de communiquer les choses et de travailler, mais toujours dans cette volonté de faire qu'un projet de communication ne s'arrête pas juste à un imprimé, et que l'imprimé, tout d'un coup, grâce aux technologies digitales de personnalisation, grâce à toutes ces technologies nouvelles, nous permettent de rentrer dans des lieux et de les faire parler. Et là arrive une autre notion très importante pour moi dans ce parcours-là, je remonte un peu dans le temps, c'est le sourcing. Je parle de nouvelles technologies, je parle de digital, tout ça c'est 5-6 ans en arrière. 5-6 ans en arrière, les responsables du salon Print in Progress, s'occupaient d'un autre salon, me proposent un projet passionnant, qui est un projet qui s'appelait Plug Play, et qui est un projet de salon où on invite tous les grands players de l'impression digitale. Et au milieu de tout cela, on crée une présentation des possibilités en contexte. C'est-à-dire qu'on prend ce qui se fait de mieux chez l'un, on le mélange avec ce qui se fait de mieux chez l'autre, et on met tout en scène au milieu pour, au lieu de naviguer entre les machines, on navigue au milieu du résultat. Donc là, grosse erreur de ma part. Je suis graphiste, j'aime l'impact, j'aime le message qui cogne, et j'envisage tout comme un graphiste qui fait très bien son travail et qui fait des choses très percutantes. Et puis au final, retour sur expérience, je passais à côté.
parce que tout d'un coup, je mettais les pieds dans un univers qui n'était pas le mien, qui était aussi la décoration intérieure. Et là, je dois réenvisager mon travail. Et ça passe par une année d'expérience jusqu'au jour où je rencontre et je collabore avec un designer d'intérieur qui m'apprend le ton sur ton, qui m'apprend comment calmer le jeu en fait. Et à partir de ce moment-là, mon approche avec celle de mon équipe s'enrichit en fait de cette expérience en se disant bon ok, on reste dans le graphisme, on reste dans la communication, on reste dans la communication de marque, mais on commence à intégrer entre guillemets des obligations, mais des caractéristiques d'autres métiers, qui sont par exemple de la décoration d'intérieur. Et sur 5 ans, on a développé ce projet, qui est ce projet qui a été toujours en phase d'expérimentation, c'est-à-dire prendre le meilleur chez tous les fabricants de machines, le meilleur résultat chez tous ces fabricants et créer un pop-up store complètement faux avec une marque complètement fausse, une marque caméléon qui permet à tout un chacun de s'y reconnaître pour pouvoir se projeter dans son propre magasin, dans sa propre enseigne, pour se dire, bah tiens, il y a des solutions carton, il y a des solutions de personnalisation de sol, il y a des solutions de papier peint, mais il y en a plein des solutions de papier peint. On est arrivé à un projet qui mettait en scène et qui combinait plus de 100 matières différentes, avec toutes les contraintes que ça impose. À ce moment-là, dans mon parcours de créateur, sur cette partie-là, de branding, c'était juste un rêve. Parce que j'étais, et toutes mes équipes étaient à la source de ce qui allait se passer demain. Ce qui m'a permis de résoudre plein de problèmes pour tous mes clients. Et de faire plein de vitrines partout dans le monde et apporter beaucoup de solutions parce que j'étais à la source même de ce qui allait se passer demain sur la personnalisation et l'impression digitale. Donc ça a donné des choses, où on envisageait par exemple les espaces comme ça pouvait être un magasin, un restaurant, une zone de convivialité, une zone de conférence avec toutes les contraintes que toutes ces zones imposent. Ensuite, on est revenu un peu à la communication pour faire parler ces matières-là parce qu'on s'apercevait que la profusion de matières et la profusion d'exemples de textures ou de marques avaient besoin d'un retour sur la communication écrite. Il fallait que ça soit écrit, que ça soit en gros comment ça marche. Voilà, je marche sur quoi, bah, c'est écrit. Donc tant mieux. Donc là, le graphiste est revenu. 4 ans après, le graphiste s'est réveillé de nouveau, très fortement. Et un gros travail sur les matières et sur l'ajustement justement de l'impression, c'est-à-dire qu'on passe du carton à du vinyle imprimé à une autre matière, le tout en respectant une colorimétrie quasi parfaite, avec des techniques et des supports qui n'ont rien à voir. On en est là aujourd'hui en termes de possibilités et c'est juste passionnant pour un créateur parce qu'on peut envisager des espaces globaux, des espaces complètement immersifs pour des clients qui sont les miens. Donc voilà. Ah bah c'est coupé, c'est pas le bon format. Tant pis, ça va tronquer un peu la suite de la présentation. Qu'est-ce qui se passe? Après toutes ces expériences, le projet, on l'a mis un peu de côté, on s'est assis avec mon collègue Jérôme qui est assis là, et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là? On a utilisé toutes les matières, on a utilisé toutes les techniques, on a bien rigolé, on s'est un peu planté, on a réajusté le coup, enfin tout va bien, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Et en fait, on a défini ce qu'on avait appelé l'architecture graphique pour nous, pour se comprendre, pour pouvoir communiquer avec nos clients. On l'a découpé en 3 parties. On s'est dit qu'une bonne architecture graphique, elle serait composée d'un branding. Donc super, je suis graphiste, mon équipe c'est des designers. Il faudrait un lieu et bah, pourquoi pas du digital dedans parce qu'on le maîtrise. Enfin, dans mon parcours, je maîtrise le digital. Donc une bonne architecture graphique, c'est un endroit qui est soit un magasin, soit une exposition, soit dans un lieu muséal par exemple, ça peut être le cas, soit un intérieur, société, etc., qui combine ces 3 éléments. Et à partir de là, on s'est aperçu qu'à la fois dans des travaux passés et dans des travaux actuels et futurs, ah ben super pour des marques, alors ça c'est une marque qui s'appelle Zili, je ne sais pas si les gens connaissent, une marque de luxe
très très pointu, où on arrive avec cette solution transversale qui est travailler le branding, travailler l'image de marque, qui se répercute de manière complètement cohérente dans l'espace et qui en plus a des ramifications digitales. Je ne parle même pas des sites internet et des applications parce que c'est encore un autre niveau, mais dans l'expérience du visiteur, l'utilisateur de la marque, on peut créer des univers globaux et complètement immersifs grâce à la personnalisation, grâce aux techniques qui nous sont offertes aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est dans un espace muséographique au Brésil. Là, je peux revenir en arrière? Comment ça marche? Le rouge. Tac. Juste pour cet exemple-là, c'était un projet très intéressant parce que la mission était de repositionner l'image de marque à travers le monde. C'est-à-dire 17 boutiques entre Moscou, New York, Genève, Milan, Paris, etc. Et faire que tous les 3 mois, en une semaine, toutes ces boutiques se ressemblent. Avec un client qui ne jurait que par des matériaux, bois précieux, métal doré, imitation or, etc. Très lourd à mettre en place. Donc ça ne marchait jamais. Et ma proposition était de venir avec des adhésifs dorés, avec du papier, enfin de la toile qui a un aspect soie rétro-éclairé, des solutions très légères. Et tous les 3 mois, un FedEx partait de la ville de Lyon, partout dans le monde, et les vendeuses, les vendeurs de chacune des boutiques pouvaient elles-mêmes changer les vitrines, eux-mêmes changer les vitrines. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un projet qui, à la fois techniquement et en plus en direction artistique créativement parlant, minimiser les coûts avec un impact qui marche jusqu'à aujourd'hui. On va le changer l'année prochaine, a priori. Mais ça fait 6 ans, mine de rien. Un autre contexte intéressant, c'est la muséographie. Parce que cette approche-là, moi j'aime bien les projets très exigeants. Enfin, en tout cas, ils m'aiment bien aussi. Et la muséographie, c'est un lieu où tout doit être parfait. Et en appliquant cette méthode-là de travail, de vision transversale, avec ces technologies de personnalisation et toute cette recherche, enfin, ce que j'appellerais recherche et développement, ce qui se passe ici, on est capable de créer des expositions et de réaliser toutes les nécessités d'une exposition. Et là, c'était de l'autre côté de l'Atlantique. Autant dire qu'on n'avait pas accès aux mêmes médias, aux mêmes matériaux pour des raisons d'importation de matières. Ça, c'est très compliqué. Mais en termes de démarche artistique, en termes de démarche de création et de démarche projet, on est arrivé à compléter, et à livrer une exposition sur le fil. Et une exposition d'autant plus intéressante qu'on avait carte blanche pour la faire, parce que c'était une exposition hybride, une exposition qui était ni une exposition de littérature, ni de photos, ni de vidéos, ni une exposition plastique, c'est tout ça en même temps. Et j'ai eu la chance de recevoir cette exposition comme une espèce de boîte de Pandore. On m'a dit, fais ce que tu veux, il faut que ça ressemble à quelque chose. Je me suis exécuté et ça m'a donné envie de vivre au Brésil. Ça a eu beaucoup d'impact. On reste au Brésil. Bon, la vidéo ne marche pas, je vais vous montrer des choses rigolotes, mais pas là-dessus. Il y a quelques mois, Nike a fait un énorme événement en Amérique du Sud, à Sao Paulo, la ville où je vis, pour le 30e anniversaire d'un modèle de basket qui est très connu, qui s'appelle Air Max. Et en appliquant la même méthode, on a travaillé sur ce projet-là, où on a créé une partie du branding, toute une installation multimédia en cohérence avec le branding du lieu, vraiment dans l'espace, et une installation multimédia, là on ne peut pas voir parce que la vidéo ne marche pas, qui était un instrument de musique. On jouait avec le branding, tous les visuels en mouvement, et en fait on déclenchait des sons comme un sampler, et les visuels réagissaient, on devenait David Guetta pendant 10 minutes, et on passait à la télé, et ça fait beaucoup rire les Brésiliens. Et on a bien... C'était un sacré défi, c'était assez rigolo. Je vais avancer, je reviens, je suis rentré dans mon histoire à rebours en parlant de sourcing, en parlant de ce qui s'est passé ici, tout mon parcours qui m'a emmené en fait à me confronter à ces technologies-là. Ça reste le cœur de ce qui m'anime dans cette démarche-là. Sachant que ce travail-là, c'est une partie de mon travail. La R&D, c'est aujourd'hui aller, alors je reviens au Brésil,
dans des écoles brésiliennes. Il faut savoir que le Brésil, c'est une culture qui a été fondée sur l'école italienne. C'est-à-dire, on est architecte. Après, si vous voulez faire des affiches, amusez-vous. Mais avant tout, on est architecte. Donc une base culturellement forte en architecture qui s'ouvre au graphisme, qui s'ouvre à la création graphique. Et j'ai monté des workshops dans les écoles de Sao Paulo pour justement amener les élèves de ces nouvelles sections, qui sont des sections de créateurs graphiques futurs, créateurs typographiques, de logos, de sites internet, tout ça, à penser dans cette forme d'architecture graphique. C'est-à-dire que pendant une semaine, alors c'est des workshops qui ont eu pas mal de succès, donc ils sont reportés régulièrement à travers plusieurs écoles, j'apprends à des futurs graphistes à travailler en 3D, mais à rester un graphiste. Parce que même si aujourd'hui je me considère un petit peu comme quelqu'un qui n'est pas spécialisé, quelqu'un qui touche qui sait à peu près tout et rien faire, mais qui a un avis sur plein de questions. Et je les emmène justement à se perdre un petit peu là-dedans et à penser comment un communicant peut aussi penser l'espace. En se dématérialisant, en pensant l'espace comme si c'était une typographie, en pensant l'espace comme si c'était un motif, en pensant un espace qu'on peut personnaliser, un espace digital, un espace qui interactif. Et ça donne jusqu'à présent des résultats très 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 étonnants. Parce que j'ai toujours aimé partager l'expérience, ma petite expérience dans les écoles, sous forme de workshop ou d'accompagnement de projet ou de diplôme, et les réponses sont jamais celles à laquelle on s'attend. Donc j'y vais aussi pour apprendre. Et ça me motive énormément. Et aujourd'hui, donc, ce concept, on travaille ensemble dans notre équipe en parlant, on va faire de l'architecture graphique, demain ça changera sûrement de nom, c'est pas grave. Le tout c'est que la roue continue à tourner, que les projets sortent et qu'on continue à repenser nos métiers en fait. Et en ce sens, j'ai pas de conclusion, parce que j'ai pas envie de conclure en disant maintenant c'est ça. Demain ça sera autre chose pour nos métiers. Et je vous remercie.